Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour passer une très belle après-midi avec le groupe SOS. C'est un groupe qui est engagé dans la lutte contre les exclusions. Et donc, après avoir travaillé sur les questions d'énergie et de traitement des déchets avec Engie, avec le groupe Veolia, il y a 15 jours, nous avons à avoir le plaisir cet après-midi d'en savoir plus sur le groupe SOS, les défis à relever pour agir au cœur de l'entreprise. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais laisser la parole à Frédéric Gomel, qui est IAIPR en sciences médico-sociales, et à François Vergne, qui est IAIPR de sciences économiques et sociales, pour ce temps d'échange qui s'inscrit dans les actions que mène le site Melchior pour rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, pour mieux comprendre les grands défis à relever par les organisations et, in fine, améliorer l'insertion économique, sociale, professionnelle des jeunes qui nous sont confiés. Je vous remercie et je vous laisse la parole. François, Frédéric, c'est à vous. Oui, bonjour, je commence juste en vous rappelant les modalités de ce webinaire. Hein. Il a une durée de 1h30, il est prévu pour s'arrêter vers 16h. N'hésitez pas à poser vos questions via l'outil discussion qui se trouve en bas. Hein, la saisie des messages se fait en bas à droite. Nous essaierons de les regrouper et de pouvoir transmettre ensuite à nos intervenants. Intervenants qui vont être présentés par François. Oui, alors deux de grandes parties dans cet après-midi. Une partie de présentation du groupe SOS qui sera principalement assurée par Sofiane Arfa, et une deuxième partie qui portera plutôt un focus sur la dimension RH et qui sera présentée et animée par Thibaut Ronsin. Je cède tout de suite la parole à M. Arfa. Votre micro n'est pas ouvert, M. Kerarfa. Pardon, vous m'entendez? Parfait. Bonjour à tous et merci à Melchior et à l'Institut de l'entreprise pour cette belle initiative. Alors effectivement, il m'a été demandé de dire quelques mots sur l'économie sociale et solidaire et puis présenter plus longuement le groupe SOS. Le groupe SOS qui est un groupe associatif, leader de l'entrepreneuriat social en Europe et acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire? C'est une partie de l'économie qui aujourd'hui représente 10% du PIB français et une bonne partie des emplois en France. L'ESS a toujours été considéré à part dans la famille, dans comment on le présentait, mais pourtant on va le voir, il y a de plus en plus de porosité avec ce qu'on appelle l'économie classique. Je vous ai préparé quelques petites citations parce que je sais qu'on a dans la salle des profs d'SES, mais Henry Ford, par exemple, en 1920, disait « L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. » Le président du groupe SOS, Jean-Marc Borrello, avait sorti un bouquin il y a quelques années qui, lui, prenait vraiment parti en disant l'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas. Alors, l'ESS, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord une grande famille qui regroupe des associations, des coopératives, des mutuelles, une grande famille qui est née en Europe et la France y a pris une bonne part, où effectivement il y avait tout un essor dans le XVIIIe siècle d'associations mutuelles de coopératives et un essor qui a été nourri, si je puis dire, après le Conseil national de la résistance, après la Seconde Guerre mondiale, où vraiment l'État a décidé de prendre part plus que jamais au service public et puis à la question sociale et sociétale dans le pays, ce qui a fait que l'État a fait confiance à un certain nombre d'organisations non lucratives pour déléguer et gérer un certain nombre d'actions sociales, médico-sociales, dans la santé et plus généralement dans la société.
C'est sous François Mitterrand, en tout cas dans les années 80, qu'on verra les premières reconnaissances dans le droit et dans les institutions de l'économie sociale et solidaire. Et petit à petit, en fait, l'ESS s'est développé, alors surtout, je le disais, dans l'action sociale, mais beaucoup évidemment dans le secteur d'activité des sports et loisirs, dans les assurances, bien sûr, et dans les arts et la culture en général. Alors, dans l'ESS, vous l'avez compris, l'ESS est une grande famille qui regroupe surtout différents statuts juridiques, vous l'avez compris, associations, coopératives, mutuelles. Mais quand je disais que le groupe SOS aime se présenter comme leader de l'entrepreneuriat social, ce qui est intéressant et dans la porosité dont je parlais, c'est que l'entrepreneuriat social a été vraiment une nouvelle et la dernière le dernier né, si je puis dire, de la famille de l'ESS, qui a vraiment été révolutionnaire, intéressant et reconnu et très reconnu dernièrement. Alors, l'entrepreneuriat social, c'est quoi? Alors, il y a pas vraiment de définition, mais c'est Mohamed Younous qui l'a en tout cas le mieux défini, même s'il y a eu des batailles entre des visions anglo-saxonnes ou des visions européennes. Mohamed Younous était un économiste qui a beaucoup développé, notamment au Bangladesh, les dispositifs de microcrédit et qui a été prix Nobel de la paix en 2006 et définissait l'entreprise sociale comme une entreprise au sens large, quel que soit son statut, mais avec un objectif d'intérêt général et dont les résultats seraient 100% réinvestis au service de cet objectif. Et donc là, on voit petit à petit, pour la première fois en tout cas sous la plume de Mohamed Younous, qu'on dépasse finalement la définition de l'ESS au sens du statut, mais qu'on arrive plutôt sur une définition d'objectif, de moyens, et c'est ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui l'entrepreneuriat social. Et l'entrepreneuriat social qui, dans les années 2000 et 2010, s'est énormément développé, où des associations ou des organisations géraient un certain nombre de commerces, de services, d'organisations, mais avec le vocable non-profit, et où petit à petit, on s'est tous finalement intéressés à ce qu'aujourd'hui on parle et qui est communément admis sur notre impact social, notre impact environnemental, notre impact économique, c'est-à-dire qu'avec cette entreprise-là, qu'elle soit SAS, SARL ou association, la vraie question, c'est celle de l'impact. Et finalement, cette question de l'impact est aujourd'hui unanimement reconnue avec la loi Pacte, avec les différentes directives sur la performance extra-financière. On se rend compte que même les entreprises au sens classique se rapprochent un peu de la citation d'Henry Ford et se posent elles-mêmes la question de leur impact. Et c'est ça qui est intéressant, avec un vrai essor de la raison d'être, notamment pour les entreprises du CAC 40, du SBF 120, de la raison d'être, presque même des entreprises à mission, de certaines même entreprises du CAC, comme Rolex ou Veolia, qui ont dans leur capital, dans leur actionnariat, ce qu'on appelle des fondations actionnaires. Et puis, tout un essor qui est de plus en plus reconnu. À Davos, par exemple, Davos World Economic Forum, eh bien, la famille Davos a créé une initiative qui s'appelle la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social, où chaque année, elle reconnaît des entrepreneurs sociaux et elle élit des entrepreneurs sociaux et dont le président du directeur du groupe SOS a été l'un des entrepreneurs sociaux dans l'année 2016. Donc, tout ça pour vous dire que l'ESS grandit, mais l'ESS grandit à la fois en chiffres, en impact, en présence, en emploi et dans notre économie, mais aussi irrigue l'économie tout entière et que l'ESS ne peut pas simplement s'arrêter à sa définition statutaire, mais qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'impact social, l'impact environnemental de toute organisation et que j'ai envie de dire, c'est presque l'économie classique qui rejoindra demain, en tout cas dans les prochaines années, l'ESS. Pour parler concrètement, peut-être un petit mot sur le groupe SOS et là, pour le coup, j'ai une petite présentation PowerPoint qui peut s'afficher. Donc,
Le groupe SOS, donc sur la slide suivante, c'est donc un groupe associatif. Un groupe associatif qui est né en 1984, donc pendant les années SIDA, et qui aujourd'hui combat Agir et Innove au profit de trois grandes familles, donc les personnes vulnérables, les générations futures et les territoires. Né dans pendant les années SIDA, le groupe SOS, en fait, c'était d'abord une association qui s'appelait SOS Drogue International, qui était spécialisée dans la toxicomanie et donc dans la prise en charge de ces publics spécifiques auxquels personne ne s'occupait à l'époque pendant les années SIDA. Et vous le savez sûrement, la crainte de à la fois les institutions et la société civile sur ces publics vulnérables. Et puis petit à petit, SOS Drogue International a créé d'autres dispositifs comme SOS Alternative, bref, une série d'associations SOS où on s'est posé la question avec ces publics, comment on pouvait les insérer dans l'emploi, comment on pouvait les héberger, comment on pouvait les soigner. Et donc, si je puis dire, les premières associations SOS se sont créées et c'est devenu le groupe SOS aujourd'hui. Slide suivante, le groupe SOS, c'est aujourd'hui 650 établissements et services, associations et entreprises sociales, et qui regroupe donc, ça veut dire une centaine de marques et 650 établissements. Et dans cette centaine de marques de dispositifs associatifs, elle regroupe aujourd'hui 22 000 personnes, 15 000 bénévoles et puis 2 millions de bénéficiaires, principalement en France, beaucoup en Outre-mer, où on a 700 salariés à Mayotte, 400 à La Réunion, 300 en Guyane, mais on est aussi présent dans une quarantaine de pays, surtout en Afrique, mais on compte se développer dans les prochaines années sur le développement international fortement. Donc, je le disais, les missions combattre, agir, innover, ça c'est des missions historiques. Bon, on combat toutes les exclusions, j'ai envie de dire, c'est un peu la raison d'être de toute association ou toute initiative de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui fait le propre du groupe SOS ou même de l'entrepreneuriat en général et en particulier l'entrepreneuriat social, c'est sa capacité d'innovation, ce qu'on appelle l'innovation même sociale, c'est-à-dire répondre à des besoins non pourvus, et parfois des trous dans la raquette de la part des pouvoirs publics. Et c'est cette innovation sociale qu'on va essayer de développer, de créer et trouver une logique économique et un modèle économique pérenne. Peut-être slide suivante. Donc, les grandes familles sur ces trois familles, là, vous avez la différente typologie des publics. Vous le voyez, elle est très, très large, très diversifiée. Où nous, notre parti pris, c'est de se dire on ne s'interdit rien à partir du moment où on lutte contre toutes les formes d'exclusion. Et lutter contre toutes les formes d'exclusion, bah, c'est de l'exclusion sociale, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès à un emploi, c'est lutter contre toutes les discriminations. Donc, lutter contre toutes les formes d'exclusion. Et aujourd'hui aussi, on a développé énormément d'activités autour de la transition écologique, de l'accès à la culture, et puis évidemment sur les territoires où ces dernières années, et j'y reviendrai, on a beaucoup développé nos actions après les Gilets jaunes, en fait, où un peu comme tout le monde, on s'est réunis et on s'est rendu compte qu'on faisait trop peu pour les territoires ruraux, qu'on faisait beaucoup pour les quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelait les quartiers à l'époque, et trop peu pour les territoires ruraux. Et on a notamment créé une initiative qui s'appelait 1000 cafés, et dont l'objet était d'ouvrir 1000 cafés dans 1000 villages. Donc, on en est à 120 aujourd'hui. On est très content. En à peine 3 ans, on a ouvert 120 cafés dans 120 villages. Et le but, c'est d'arriver à 1000, voire plus dans les 10 prochaines années. Et donc, les slides suivantes qu'on pourra vous envoyer finalement détaillent l'ensemble des activités. Sur les plus vulnérables, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le groupe SOS opère sans EHPAD, des EHPAD associatifs. Et donc, les EHPAD associatifs représentent à peu près un tiers des EHPAD de France, dont la dominance est surtout publique, et puis privée lucrative, mais il existe des EHPAD non lucratifs, et les nôtres, en l'occurrence, ceux du groupe SOS Senior, ont la particularité, ou en tout cas comme modèle économique,
d'être des EHPAD ouverts à tous, c'est-à-dire ni pour caricaturer des EHPAD pour pauvres, ni des EHPAD pour personnes aisées, mais tout le monde y a accès, mais simplement paye selon ses revenus, selon sa capacité de financer l'hébergement et le soin. Et donc, finalement, tout le monde a accès aux mêmes qualités de service, quels que soient ses revenus. Et ça, c'est très, très important pour nous, ce qui nous permet aussi, avec les personnes les plus aisées dans nos EHPAD, de financer des animations, des actions, et puis une qualité de vie dans un EHPAD qu'on ne va pas forcément retrouver partout, et notamment dans les dispositifs 100% publics, 100% sociaux. Ici, c'est sur les seniors, évidemment sur les personnes sans domicile. Pour le compte de l'État, on a des dispositifs d'hébergement d'urgence. Par exemple, ces dernières années, on a ouvert aussi 3000 places exceptionnelles pour les réfugiés ukrainiens, évidemment des centaines de places pour les réfugiés afghans. On a aussi diverses activités autour du handicap, où pareil, on a des centres sociaux et médico-sociaux pour ces publics, les personnes souffrant d'addiction, les femmes en situation d'exclusion, et puis, je le disais, les personnes réfugiées. Comme pour les seniors, c'est sur la slide d'après, on a aussi des hôpitaux associatifs. Les hôpitaux associatifs, ils ont aussi une particularité, pas comme les EHPAD associatifs, en tout cas ceux du groupe SOS, c'est qu'on offre la même qualité de service pour tous, et que même si on est finalement délégataire et que notre financeur est l'assurance maladie, nos EHPAD associatifs, ou en tout cas nos médecins, nos chirurgiens qu'on emploie dans ces hôpitaux, ont la particularité de ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires, contrairement même parfois aux hôpitaux publics, certainement aux hôpitaux privés lucratifs. Et ça, c'est une vraie force, en sachant que nos hôpitaux sont vraiment une offre complémentaire aux hôpitaux publics, parce que souvent, ils sont la dernière urgence, le dernier service d'urgence, le dernier service de maternité dans des territoires souvent reculés, notamment dans les territoires ruraux. Et la plupart de nos hôpitaux sont dans le Grand Est et dans l'ancien bassin minier. Et pour terminer sur nos actions sur les publics vulnérables, on est à peu près l'un des principaux acteurs en France de l'inclusion professionnelle, de l'insertion par l'activité économique. On a une quinzaine de métiers, et donc la slide juste d'après vous montre un petit peu toutes les associations au sein du groupe SOS, donc il y a un groupe associatif, vous l'avez compris, toutes ces associations qui font partie du groupe SOS et qui agissent sur les publics vulnérables. La deuxième catégorie de public, c'est les générations futures. Alors là, ce qu'on appelle les générations futures, c'est évidemment la jeunesse. Alors, la jeunesse, ça veut dire des crèches associatives, où on est l'un des principaux acteurs de crèches associatives en Île-de-France, avec des crèches crescendo. Il y en a beaucoup à Paris, un peu à Bordeaux, un peu à Marseille. Évidemment, on est le premier acteur en France de ce qu'on appelle la protection de l'enfance. Alors, la protection de l'enfance, c'est de type l'aide sociale à l'enfance pour les enfants placés, et puis la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire pour les enfants placés sous main de justice, et donc placés par un juge des enfants dans des centres où on s'occupe évidemment de les accompagner socialement, de leur éducation, de leur encadrement, et donc dans des centres éducatifs renforcés où là pour le coup on est le premier acteur ici délégataire de l'État. Et puis je le disais, sur un certain nombre de formations et d'emplois et d'accès à l'emploi pour les jeunes. On a des dispositifs d'inclusion professionnelle pour les personnes vulnérables, donc sortant de prison, personnes à la rue, et on développe énormément d'actions pour ce qu'on appelle aujourd'hui les NEETs, c'est-à-dire tous les jeunes, et il y en a beaucoup, je crois autour de 2 millions en France, qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en accompagnement, qui sont finalement absents de tout dispositif public. C'est ce qu'on appelle les invisibles. Et là où on a des actions d'aller vers pour leur proposer des solutions et à minima d'être encadrés dans nos dispositifs. Et donc la slide suivante détaille également diverses actions qu'on va avoir autour de l'alimentation, autour de la formation, autour de l'éveil
de l'esprit critique, où on a des ateliers d'éducation critique aux médias qu'on fait en partenariat avec l'éducation nationale, notamment où on fait des ateliers où on apprend à faire des fake news, justement pour apprendre ce que c'est une fake news et puis mieux l'identifier pour ne pas forcément l'alimenter. Et puis évidemment, je le disais, des actions autour de l'alimentation et puis du conseil en général. Et la slide d'après, vous avez également ici le panel d'associations du groupe SOS qui agissent au quotidien pour ces types de publics. Et puis la troisième et dernière famille, c'est ce qu'on appelle les territoires. Et donc là, les territoires, c'est tout type de territoire. Je le disais, les zones rurales, les quartiers prioritaires de la ville, les centres villes désertées ou même les métropoles, où là, on propose une série d'actions, beaucoup autour de la transition écologique, d'aller vers des publics. On gère des tiers-lieux, on gère des épiceries solidaires, on gère des lieux événementiels, pareil en insertion, et donc toute une série d'entreprises sociales. On en a une emblématique du commerce équitable en France qui s'appelle Altermundi, qui est une série d'une quinzaine de boutiques en France qui n'a que des produits soit made in France, soit issus du commerce équitable, et qu'on a sourcé notamment grâce à nos ONG. Et donc ça aussi, c'est un exemple d'entrepreneuriat social qu'on développe beaucoup. Et les slides suivantes, pareil, vous montrent les différentes associations et structures du groupe SOS qui travaillent sur ces questions. Donc, voilà un peu sur le détail de ce qu'on fait. La slide de juste après vous montre notre présence territoriale. Alors, en France, où on est, vous le voyez, implanté partout. Alors, surtout dans la région parisienne, dans le Grand Est, dans le PACA, mais de plus en plus sur différents territoires. Vous voyez notre forte présence à Mayotte, où la situation est très complexe et où les acteurs associatifs sont une troisième voie pour y répondre. Et puis, la slide d'après vous montre également notre présence internationale, donc dans cette quarantaine de pays où on a des pays d'intervention et où on a des bureaux même dans un certain nombre de ces 40 pays. Donc, tout ça, c'est finalement le groupe SOS et toutes nos activités. Le groupe SOS, c'est aussi une organisation, comme toute association de plaidoyer, où on défend un certain nombre de propositions extrêmement concrètes qui sont issues du terrain. Vous avez dans la slide suivante les différentes thématiques autour du handicap, de l'habitat et de l'action sociale, de la culture, de la mobilité, des addictions. On considère, en tout cas c'est notre position, qu'il faut à la fois dépénaliser l'usage du cannabis, légaliser un certain nombre de pratiques. Ça, c'est des pratiques de terrain, et toutes ces expertises-là et tous ces plaidoyers, vous pouvez les retrouver. Ils sont très riches en termes de constats et de propositions, et ça, c'est vraiment des dispositifs qui sont aussi, je veux dire, le propre de l'ESS, c'est-à-dire que je pense qu'il est encore trop rare que des entreprises aient des engagements très forts et concrets pour la société et proposent des choses à destination de leurs bénéficiaires ou de la société tout entière comme proposition concrète à l'attention des pouvoirs publics. Et ça, pour le coup, c'est une spécificité à la fois du monde de l'ESS et du groupe SOS en particulier. Peut-être un mot pour finir sur le modèle économique. Qu'est-ce que c'est concrètement le groupe SOS et comment on se développe, parce que le groupe SOS, c'est une organisation qui est peu connue parce que en fait, contrairement à d'autres associations, on ne fait pas d'appel aux dons. C'est différentes associations du groupe qui le font, notamment Andes sur les épiceries solidaires ou Planète Urgence qui plantent des arbres avec leur dispositif 1 € un arbre partout en France. Mais le groupe SOS, c'est ce groupement associatif qui regroupe le tout et qui se développe comment alors déjà, d'une part par la création, je vous le disais, les premières associations SOS, l'initiative 1000 cafés, finalement, toute création de type entrepreneuriat, les boutiques Altermundi, c'est nous qui les avons créées, et puis aussi par intégration.
Alors ça, c'est vraiment une force et une innovation du groupe. On peut le voir dans la slide suivante, c'est-à-dire que le groupe SOS accueille une série d'associations qui ont, dans l'histoire du groupe, rejoint notre groupement. Alors pourquoi elles nous rejoignent? Soit parce que c'est des associations qui sont concrètement en difficulté, et en France, le tissu associatif est très très riche, gère beaucoup d'actions d'intérêt général et des actions nécessaires, mais parfois c'est pas toujours très bien géré, ou parfois tout simplement le conseil d'administration a donné beaucoup de son temps, il y a eu beaucoup de bénévolat et souhaite passer le flambeau à d'autres énergies. Donc, ça peut être une première raison de rejoindre le groupement. La deuxième raison, c'est des associations ou des structures qui vont très bien et qui souhaitent simplement se développer. Alors, soit se développer dans différents territoires à l'international, ou soit trouver des synergies métiers avec différentes organisations du groupe. Donc, se développer et puis surtout rejoindre une dynamique, rejoindre un groupement qui aussi à professionnaliser à chaque fois ces structures et monter en compétences sur des sujets très concrets comme les RH, les finances, le juridique, où on offre finalement une qualité de service à nos différentes associations. Alors attention, on n'est pas une fédé, on n'est pas une fédération au sens où ces associations cotisent au groupe SOS, c'est vraiment un groupe associatif, et donc toutes ces structures appartiennent au groupe SOS, le groupe SOS qui est doté d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, et ces associations ont chacune, parfois ici un conseil d'administration, ici un conseil d'orientation stratégique, en tout cas une vie bénévole qui participe à la stratégie de chacune de ces organisations. Peut-être la slide suivante, le fameux... On vous présente le panel aujourd'hui du groupe. Donc, vous l'avez vu, les différents logos, les différentes actions du groupe, où on a aussi on a des structures réseau qu'on a intégrées, des structures réseau où on participe activement à leur développement. Je le disais, l'Association nationale des épiceries solidaires, l'Impact Tank, qui est un think tank spécialisé autour de la mesure d'impact, la Fondation FACE, Agir contre l'exclusion, qui est une fondation reconnue d'utilité publique extrêmement importante parce qu'elle a une quarantaine de clubs territoriaux avec une série de bénévoles. Et puis, le groupe prend, depuis ces dernières années, des prises de participation dans un certain nombre d'actions qui, pour nous, sont très importantes en termes d'impact social, d'environnemental, notamment, vous le voyez ici, Tétu, donc ce magazine qui relaie un certain nombre de choses qui sont intéressantes et en synergie avec notre histoire et nos actions. Et puis, on a, comme pour tout le monde, si je puis dire, des fédérations représentatives qui représentent les intérêts ici de l'action sociale, ici de l'inclusion professionnelle, ici du monde médico-social et des personnes qui gèrent donc les métiers de l'exclusion en général. Peut-être la slide suivante va m'indiquer ce que on peut passer aussi directement à l'autre slide. Une question qui revient souvent, c'est comment tout ça marche, comment tout ça est financé. En fait, si vous voulez, chaque structure du groupe SOS a un modèle économique à part. Donc, je le disais, quand on gère des hôpitaux en France, on est financé par l'assurance maladie, qu'on soit des hôpitaux publics, associatifs ou privés. Quand on a des EHPAD en France, eh bien, on est financé soit par les personnes directement qui sont clients d'une prestation dans un EHPAD, ou soit pour ceux qui sont éligibles à l'aide sociale, eh bien, c'est financé par le département. Les 1000 cafés, pour ouvrir un café dans un village, ben, on est financé par des clients et puis par des mécènes privés, des fondations, des entreprises. Mais quand on reprend un petit peu et quand on fait la somme de l'ensemble des structures du groupe et qu'on regarde au niveau du groupe SOS,
Là, vous avez les grandes familles de financement. Donc, l'assurance maladie, c'est une grosse part de notre financement. Et puis, il y a les collectivités territoriales, notamment les départements et les communes, qui, elles, sont garantes de l'action sociale, les communes, évidemment, de la petite enfance, et puis les régions du développement économique. Les clients privés, je le disais, évidemment, dans nos structures d'insertion, par exemple, quand on a un traiteur d'insertion, c'est les clients qui vont financer, les clients de ce traiteur qui vont financer l'entreprise d'insertion, même si les postes d'insertion sont, eux, financés par l'État. Et puis, on a une petite partie du financement qui sont les dons, mais vous le voyez, qui est une toute petite partie qui ne correspond pas à la culture du groupe SOS qui se fait pour mantra d'être le plus indépendant possible, en tout cas pour la majorité de ces activités, même si une partie de nos activités font pour se développer, pour vivre, appel à la générosité du public. Peut-être slide suivante. La croissance du groupe, donc ça c'est avec une forte croissance, une croissance moyenne de 17%. Alors ça veut dire qu'on se développe beaucoup, soit en créant des activités, en créant des dispositifs tout le temps. Thibaut pourra revenir sur les dernières actions qu'on a créées nous-mêmes, notamment sur la formation, et puis en intégrant, je le disais, un certain nombre d'entreprises sociales ou d'associations. Et donc, c'est une croissance qui est très importante et qui correspond aussi à la famille de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il y a peu ou trop peu, peut-être dans le monde des startups, d'entreprises qui se développent comme ça. C'est aussi parce que nous, pour le coup, à partir du moment où notre objectif n'est pas la maximisation des profits, mais répondre aux besoins de la société, et que notre modèle économique est d'arriver à l'équilibre et pas forcément être profitable, eh ben, on se permet d'avoir une croissance très dynamique. Et donc aujourd'hui, le budget du groupe SOS, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et à horizon 5 ans, on pense que ce chiffre d'affaires va doubler. Peut-être la slide suivante. Donc, 2 types d'activités, vous l'avez compris, des activités qu'on appelle mission de service public. Et donc là, c'est les pouvoirs publics qui nous délèguent un certain nombre d'actions. Et puis, ce qu'on appelle plus communément des activités d'intérêt général. Donc, là, on est dans le marché concurrentiel avec des commerces, des ONG, et où là, la particularité, c'est que contrairement aux délégations où il n'y a aucun bénéfice possible parce qu'on est extrêmement contrôlé et on est payé par ce qu'on fait poste par poste. Là, pour les activités d'intérêt général, quand il y a des bénéfices, et ce n'est pas toujours le cas, et ben, ces bénéfices sont évidemment réinvestis sur la cause ou la mission de chaque structure. Et peut-être slide suivante, ça c'est sur l'évolution des bénéfices au groupe. Et puis là, le point important, c'est comment le groupe marche. Peut-être on le verra un peu mieux sur la slide suivante. Je le disais, donc le groupe s'est construit, et ça je pense que c'est assez unique dans son genre, en tout cas dans la famille de l'économie sociale et solidaire. Le groupe s'est construit comme une grande entreprise avec évidemment son conseil d'administration, ses assemblées générales, ses différents conseils stratégiques au niveau des métiers, nos centaines d'associations et structures. Et puis, le conseil d'administration du groupe a souhaité qu'il se structure avec un directoire et un COMEX. Et donc là, vous voyez l'ensemble des directeurs généraux du groupe avec un secrétariat général assez classiquement et ses fonctions support. Et donc, vous le voyez à la fois dans son organisation, à la fois dans ses métiers. Le groupe SOS est finalement une entreprise classique, mais qui a pour particularité de n'avoir aucun actionnaire, d'avoir
de ne tirer aucun bénéfice, ou en tout cas quand il en tire, ce n'est pas c'est des bénéfices réinvestis, d'avoir pour règle aussi, je ne l'ai pas indiqué, mais une échelle de salaire qui est plafonnée, ça c'est très important pour nous. Cette échelle de salaire était historiquement de 1 à 10, on a dû la monter un peu, elle est aujourd'hui de 1 à 15, notamment motivée par nos chirurgiens d'hôpitaux pour avoir et assurer la meilleure qualité dans nos différents hôpitaux. Donc, une échelle de salaire de 1 à 15, pas de bénéfices, pas d'actionnaires et personne qui est propriétaire de quoi que ce soit parce que évidemment, tout ça est une association de loi de 1900, en tout cas une union d'associations, un groupe associatif. Et donc, finalement, le groupe SOS concrétise un peu ce que je disais dans mon propos introductif sur l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire montrer qu'il est aujourd'hui possible de s'inscrire dans le marché aujourd'hui, dans le capitalisme classique, mais de proposer des services, ici hôpitaux, ici EHPAD, ici commerce équitable, ici traiteur, avec un modèle économique ou en tout cas une logique différente, mais qui a pour combat de toucher et de finalement apporter des solutions concrètes pour 2 millions de bénéficiaires partout en France et dans plus de 40 pays. Voilà un peu. Alors, une question qui est posée, comment le groupe SOS a-t-il traversé la crise de Covid? Est-ce que le modèle économique que vous venez de décrire, qui est très original, qui coupe un petit peu la dichotomie traditionnelle entre public et privé, et qui, je pense, va ouvrir un certain nombre d'horizons, on en reparlera tout à l'heure sur la partie RH, pour certains futurs salariés qui sont tiraillés quelque part entre la recherche de l'emploi et la recherche de l'emploi qui a du sens. Donc, comment le groupe SOS, avec cette organisation particulière, avec ses objectifs particuliers, s'est-il débrouillé, entre guillemets, durant la crise, qui semble avoir été plutôt plus résilient que d'autres? C'est une bonne question, d'autant plus que, Thibaut, tu pourras me compléter, d'autant plus que on était en première ligne. On était en première ligne parce que gérant des EHPAD, des hôpitaux, des structures handicap, des centres médico-sociaux ou sociaux en général, eh bien, on avait des aides-soignantes, des infirmières qui étaient en première ligne face au Covid. Et même les équipes qui étaient en deuxième ligne ont apporté énormément de solidarité à nos équipes. C'est-à-dire que, par exemple, notre traiteur a transformé ses camions réfrigérés pour mettre des masques dans les camions et puis les faire livrer à tous nos centres d'hébergement d'urgence pour réfugiés. Mais où le groupe a été le plus résilient, je dirais, c'est sur 2 points de vue. D'une part, dans la gestion, parce que vous l'avez compris, on est sur un groupe qui est un groupe essentiellement de professionnels avec 22 000 collaborateurs, même si on a 15 000 bénévoles, mais c'est pas notre marque de fabrique. On n'est pas, en tout cas, on ne vit pas du bénévolat. Et donc, le groupe SOS a été plus résilient parce que on a pu être en capacité de gérer la crise en achetant directement des masques, donc en avançant de la trésorerie pour financer des masques à destination de nos structures et nos bénéficiaires. Et puis, le groupe SOS, comme l'économie sociale et solidaire en général, est plus résiliente parce que son modèle économique ne dépend pas des modalités classiques de l'économie en général. C'est-à-dire que nous, on gère des équipements sociaux et médico-sociaux très concrets et en particulier en première ligne. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, nos logiques de croissance dépendent un petit peu des besoins de la société. Et en tout cas, en n'ayant aucun actionnaire et donc aucune obligation à distribuer des profits, on peut évidemment mettre l'ensemble des moyens au service d'une cause. Et ici, c'était de répondre aux défis que le Covid nous imposait, quoi. Mais Thibaut, peut-être tu veux dire un mot sur la résilience du groupe ces dernières années? Ouais, peut-être juste un complément sur les éléments que tu as abordés, mais qui se traduit dans les faits de métier. Dans la résilience, il y a la diversité de nos expertises. C'est-à-dire que dans cette phase Covid, ça a été aussi, on a eu, à l'image de la société,
tout et son contraire. On a eu des acteurs en première ligne qu'il a fallu protéger et qui ont été en première ligne de réponse, typiquement les infirmiers ou infirmières, par exemple, dans un hôpital du Grand Est en vague 1, quand personne ne sait que c'est ce Covid, et qu'il a fallu accompagner pour répondre à leurs questionnements, trouver des solutions pour répondre à l'urgence des patients et réorganiser les services dans les hôpitaux, etc. Donc, tout ça, c'était une partie de la réalité du groupe, mais on avait de l'autre côté du prisme, du chômage partiel, de l'activité partielle, comme des activités de type traiteur qui ne pouvaient pas continuer. Et donc, du coup, on avait une réalité des métiers qui était très forte. Mais ça a été finalement pour deux raisons, des éléments de résilience forts. Un collectif qui a été très fort, c'est-à-dire que globalement, même les personnes qui étaient dans des activités dites non essentielles dans le jargon de l'époque, à qui on disait il faut rester chez vous et vous êtes en activité partielle, ce qui voulait dire au chômage partiel dans le jargon, concrètement, le prenaient mieux parce que, était continuellement informé de ce qui se passait dans le groupe et faisant partie d'un collectif qui répondait d'une certaine manière à une urgence sanitaire, en l'occurrence à l'époque. Donc, le premier sujet, c'était un sujet plutôt de maintien d'un lien social, de maintien d'un sens, même si je ne suis pas directement impliqué dans mon métier, je fais partie d'un groupe qui l'est, et donc, du coup, comment je peux contribuer? Le deuxième élément, comme disait Sofiane, c'était effectivement, en fait, toutes les bonnes volontés ont été mises à contribution, et donc, on a fait des liens entre nos différentes structures du groupe pour faire en sorte que ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui ont des compétences, du temps, des bras, un permis de conduire, peu importe, ou qui sont dans des établissements qui sont moins touchés par le Covid à l'époque, se déplacent. Donc, on a travaillé à des réponses, à des mobilités, à des transferts de compétences qui ont été très riches pour tout le monde. Et donc, du coup, la résilience du groupe d'un point de vue humaine, ça a été d'abord une communication, un sens collectif, un intérêt de contribuer à une chaîne globale d'activité et un partage de compétences, puisque c'était aussi très concrètement répondre à des questions très pragmatiques. Est-ce que le Covid, est-ce que je dois porter mon masque ou pas? Dans une activité, je dis n'importe quoi, commerciale, où on parlait des magasins Altermondi, par exemple, ce n'est pas leur cœur de métier. D'être dans un groupe comme le nôtre, dont 60% des métiers sont des métiers du soin et de l'accompagnement, c'était une facilité d'avoir une réponse rapide avec des experts sanitaires, des médecins, une cellule de crise groupe, etc., qui prenaient en compte ces éléments de réponse et qui l'organisaient. Donc, c'est vrai que la résilience du groupe dans cette phase-là, ça a été avant tout une résilience opérationnelle et humaine et qui ensuite s'est traduit par une résilience financière, puisque ça a été assez compliqué à piloter, mais au final, entre les activités de réponse et les activités de protection, entre guillemets, il y a eu un équilibre qui s'est trouvé, qui n'était pas forcément celui qu'on avait projeté en 2019, bien évidemment, en termes d'activité financière, mais qui finalement a été piloté pendant cette période. Alors, ce que vous pourriez faire, M. Ronsin, puisque vous avez le micro, c'est faire commencer notre focus là, sur la partie RH. Attends, François, j'avais une question avant qui avait été posée il y a déjà quelques temps, non pas dans la discussion, mais dans QR, dans les questions et réponses. Une question pour M. Kerarfa. Donc, c'était comment adaptez-vous votre déploiement territorial et vos solutions à une réalité qui est présentée comme complexe? Effectivement, vous avez présenté multiples activités de publics multiples. Et comment vous adaptez-vous en tant qu'entreprise à cette multiplicité, à cette diversité? Je pense que ce que dit souvent le président du groupe SOS, enfin le président Jean-Marc Borrello, c'est qu'il dit on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie dans le sens où on se dit pas, on se réveille pas un matin et on se dit waouh, il faut que je crée ce produit-là, que je fasse un BP et que je regarde s'il y a un marché et essayer d'adapter ce produit-là pour essayer de le mieux le vendre et où est-ce que je peux mieux le vendre, ici, là ou là. Je pense qu'on n'a pas de stratégie dans le sens où, encore une fois, notre seule raison d'être, c'est de répondre aux besoins de la société et du coup, aux besoins de cette complexité, de ces réalités complexes. Quand on a créé 1000 cafés après la crise des Gilets jaunes, c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que sur 36 000 communes, 32 000 avaient moins de 3 500 habitants et sur ces 32 000 communes, 26 000 n'avaient plus rien, c'est-à-dire plus aucun commerce, plus aucune épicerie, plus aucun dépôt de pain, plus aucun point poste à 15 km aux environs et que tout ça, évidemment, participait au sentiment d'abandon, mais qu'il ne fallait pas simplement ouvrir un café dans un village pour répondre à ce sentiment d'abandon, mais en tout cas que si on faisait que ça,
comme les autres cafés, on allait forcément échouer parce que un café dans un village, c'est difficile à gérer et puis surtout à trouver un modèle économique pérenne. Et s'ils ont fermé, c'est pas pour rien. Mais face à cette réalité, en l'occurrence complexe sur les territoires ruraux, on s'est dit qu'il fallait inventer autre chose. Alors, et autre chose, c'était quoi? C'était créer un café multiservice, c'est-à-dire qu'il pouvait être à la fois café, dépôt de pain, épicerie solidaire, repas, livraison de repas pour les seniors, accès à la culture. Et tout ça, ça s'est permis grâce à quoi? Grâce à ce que l'ESS sait faire de mieux, c'est-à-dire d'une part, une vraie logique de concertation, une vraie logique collective avec pour implanter un café par exemple, il faut que le maire candidate et puis avant de l'ouvrir, il faut que l'ensemble des citoyens et donc on va dans les salles des fêtes, on fait des grandes concertations avec les habitants du village pour savoir quel service vous attendez dans ce café. Puis après l'énergie collective déployée dans le village, on cherche cette même énergie, mais au niveau national, évidemment avec des aides des pouvoirs publics, qui soient territoriaux ou nationaux, évidemment avec des grands mécènes, et puis avec des partenaires. Par exemple, je pense que sans un vrai soutien de la Poste, on ne pourrait pas aujourd'hui ouvrir des points Poste là où on veut dans les villages qui le souhaitent. Donc, on répond à cette logique avec cette force collective que les associations savent faire et puis en n'ayant aussi pas de stratégie et donc en ne s'interdisant rien. Je pense que je ne vous aurais pas cru si il y a 5 ans, vous m'auriez dit que le groupe SOS était aujourd'hui le principal acteur d'épicerie solidaire ou de ferme de permaculture ou gestionnaire d'équipements culturels. Le fait de rien de s'interdire, mais de pouvoir faire bénéficier de ce modèle économique pluriel mais résilient, ça permet justement de s'adapter à ces réalités complexes et même encore mieux, c'est ça qui nous motive. C'est parce que on veut lutter contre l'extrême pauvreté, ici les inégalités, là les discriminations ou participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou préserver la biodiversité, qu'on se développe. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, on a décidé de gérer notre premier réserve naturelle en Camargue. Et donc aujourd'hui, le groupe SOS est gestionnaire de parcs naturels parce qu'il y avait un vrai enjeu déjà de maintien de l'association en question et puis un vrai enjeu de biodiversité dans ce parc. On a tellement bossé qu'en fait, on souhaite développer cette branche. Donc voilà, en ne s'interdisant rien et avec ce modèle économique et cette énergie propre à l'ESS qui nous permet de n'avoir aucune limite et de ne rien se refuser. Je rappelle que vous pouvez poser des questions sur la partie discussion, hein, donc n'hésitez pas. On va essayer de les regrouper éventuellement pour les présenter au fur et à mesure. Dans les médias, je voudrais que M. Ronsin aborde la question plus précisément des ressources humaines au sens large du terme dans le groupe SOS, en particulier la question qui a été posée dans le chat concernant les besoins, et peut-être faire une rapide présentation de la typologie, les perspectives de recrutement à court et moyen terme, et puis après on travaillera plus spécifiquement avec Frédéric sur la question des métiers du soin qui intéresse aussi certains de des participants à ce webinaire. Oui, très bien. Pour rebondir peut-être en préambule sur les métiers, Sofiane présentait tout à l'heure l'ESS dans son ensemble. L'ESS, c'est donc en France à peu près 10% du PIB, c'est à peu près 13 à 14% de l'emploi. Ce qui donne une symptomatique, c'est que finalement, dans l'ESS, on retrouve de fortes propensions de services et de services à la personne en particulier, puisque 60% des emplois en France de l'action sociale sont des emplois menés par des acteurs de l'ESS. Donc, ce ratio-là ou ces ratios-là traduisent bien aussi l'image du groupe SOS, puisque au sein du groupe SOS, Sofiane a présenté différents métiers, la diversité. On a un prisme qui est très médico-social, sanitaire et social, puisque c'est à peu près 80% de nos emplois. Donc globalement, on a beaucoup de métiers, on a plus d'une centaine de métiers au sein du groupe SOS, mais on a une volumétrie
de professionnels sur les métiers de l'action sociale et du soin et de l'accompagnement. Concrètement, c'est que notre top 5 métiers en volume, c'est plus de 2000 aides-soignants, c'est plus de 1000 infirmiers, c'est plus de 1000 éducateurs, que ce soit des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, c'est évidemment des médecins, des psychologues, mais c'est aussi des métiers autour de la gestion d'établissement, des agents de services logistiques, des agents de services hospitaliers, des personnes qui font que ces établissements d'accompagnement, d'accueil et d'hébergement tournent. Donc, ça veut dire de la restauration, de l'hébergement, du ménage, de l'organisation, du service, des ouvriers polyvalents. Donc, ce sont ces métiers-là qui sont le cœur, entre guillemets, du volume des métiers du groupe SOS. Et autour de ce cœur de top 10 métiers, j'ai envie de dire, on a un ensemble de métiers aussi divers et variés que les activités que Sofiane a présentées. Donc, très concrètement, si je prends les 3 premiers que je vous ai présentés, aides-soignants, éducateurs, infirmiers par exemple, c'est des métiers en tension en France, et pas qu'au sein du groupe SOS, qu'on soit dans le public, dans le privé lucratif ou dans le privé non lucratif comme nous. Ces métiers sont des métiers dits à vocation, dits en tension, qui sont globalement en crise en France avec une sous-valorisation, tant en termes de rétribution qu'en termes de valorisation sociétale. Donc, on se retrouve avec une difficulté, comme d'autres acteurs, à recruter et à fidéliser. Deux exemples chiffrés, c'est les métiers du travail social ont vu en 10 ans 30% de candidats en moins à l'entrée en école de travail social. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ici de mention de Parcoursup ou des réformes éventuelles liées à l'orientation initiale, mais on se retrouve avec moins de personnes intéressées sur ces métiers et donc, bien évidemment, moins de professionnels disponibles pour ensuite aller sur ces emplois. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est des métiers qui sont pas toujours évidents, pas faciles, et une société qui évolue et donc avec des carrières moins longues. Le temps moyen en emploi pour des infirmiers en France a baissé de quasiment 30 à 40% en 10 ans aussi. Aujourd'hui, une carrière moyenne d'un infirmier dans le secteur sanitaire, c'est moins de 7 ans. C'est-à-dire que globalement, on a 4 ans d'études et il faut derrière renouveler, parce qu'on ne va pas faire 40 ans sur ce métier-là dans la carrière. Donc globalement, on a un ensemble de facteurs systémiques qui viennent nous percuter et qui font qu'aujourd'hui, pour répondre à une partie des questions, je me permets, François, directement, oui, on a des emplois non couverts, oui, il y a des métiers en tension classiquement parce que lié à la volumétrie du groupe, on a beaucoup d'emplois d'aides-soignants, d'infirmiers, d'éducateurs, de travailleurs sociaux qui ne sont pas couverts. À l'heure où on parle sur le site du groupe, vous pouvez le trouver, on a à peu près 600 emplois ouverts. Sur ces 600 emplois ouverts au jour d'aujourd'hui, du 7 décembre, globalement, il y en a à peu près 400 qui sont ces métiers, qui sont parmi ces 4 à 10 métiers que je vous ai présentés. Donc, on a cette réalité, entre guillemets, comme d'autres, où on se retrouve avec moins de professionnels, des durées dans l'emploi moins longues sur ces métiers et globalement, une réalité qui est la même partout, à savoir une évolution des mentalités, une évolution du sens dans l'emploi et du sens dans le métier qui fait qu'on doit aussi être en capacité d'évoluer, de faire évoluer nos organisations. Évidemment, quand il y a une recherche de flexibilité du travail, de télétravail, d'organisation horaire différente, et bien comme d'autres entreprises, on essaie de trouver des solutions, mais de par la nature de nos activités, on n'a pas la même flexibilité qu'un système, une entreprise qui travaille dans la banque ou l'assurance ou dans les services ou une start-up. Et donc, du coup, on se heurte aussi à des réalités. On ne peut pas forcément offrir ni des salaires qui sont mirobolants pour certains métiers comparativement à d'autres secteurs, ni une flexibilité du travail aussi forte que d'autres. Donc, on se bat sur plein d'autres leviers, ce qui ne veut pas dire qu'on a lâché cela, mais on se bat aussi sur d'autres leviers. Bien évidemment, la recherche de sens, puisque là, pour le coup, on n'a pas besoin de forcer beaucoup le trait pour attirer des candidats sur nos métiers qui, bien évidemment, de par l'humain, montre qu'il y a un intérêt très fort à se lever le matin et aller travailler dans son établissement, dans son service, quel que soit son métier. Et ça marche aussi sur des emplois qui ne sont pas des emplois première ligne. Je pense à des comptables, par exemple, qui est un métier en tension en France aussi. On recrute des comptables et on recrute des comptables qui parfois viennent au sein du groupe SOS parce que finalement, même s'ils font le même métier devant le même ordinateur avec les mêmes codes comptables généraux, vont trouver un sens plus fort parce qu'ils vont le faire pour un sens commun qui leur parle, qui leur plaît et pour lequel le groupe SOS va leur offrir ça sans arrière-pensée puisque potentiellement, ils n'auront pas à identifier des enveloppes pour reverser des dividendes qui éventuellement pourraient heurter leur sens et leur recherche de sens au travail. Donc, globalement, le groupe SOS, c'est énormément de métiers et de diversité d'actions. C'est énormément de territoires, comme l'a présenté Sofiane tout à l'heure. Donc, globalement, on a une présence en zone rurale, une personne en grand centre urbain, en ville moyenne, dans les DROM, etc. Et on a des métiers qui parfois peuvent se faire à distance, peuvent se faire avec une forte mobilité et de forte évolution. Donc, sur cette partie
RH en attractivité, j'ai envie de dire, au niveau du recrutement. On a une forte diversité, une forte volumétrie. Je pense qu'on a à peu près 3 à 4 000 offres par an qui sont ouvertes à l'externe, sans compter, pour certaines activités, une très forte dépendance au travail court terme, de forts remplacements, des surcroîts d'activités réguliers. Typiquement, on a parlé du Covid en préambule tout à l'heure, quand il s'agit de faire bouger des lignes d'une activité d'une semaine à l'autre pendant des périodes de crise sanitaire et sans forcément aller à l'excès d'une vague de crise sanitaire, quand on a plus de patients dans des établissements sanitaires, par exemple, une semaine sur l'autre, ça veut dire qu'il faut trouver parfois à doubler les équipes, à renforcer les équipes de soins, de paramédicaux, d'accompagnement. Et donc, il faut trouver des intérimaires, des CDD, des gens qui sont disponibles pour faire des astreintes supplémentaires. Et donc, cette activité orientée sur le besoin et la réponse à des besoins présents, c'est une activité qui nécessite une forte agilité en termes de ressources humaines, puisqu'on ne peut pas prédire le nombre de jeunes qui vont être accueillis dans des centres de protection de la jeunesse, par exemple, en 2024, ou le nombre de patients qui vont être accompagnés dans le cadre d'un service de médecine générale, par exemple, dans un hôpital. Donc, très concrètement, cette agilité RH, ça se traduit par une très forte décentralisation de nos activités de recrutement. C'est nos managers de proximité qui recrutent. On a 1300 managers intermédiaires de première ligne dans nos équipes et nos établissements. C'est eux qui ont la charge du recrutement. Ils sont en première ligne, en première responsabilité pour identifier, recruter, choisir et animer un collectif de travail en proximité. Donc, c'est eux qui sont ce relais. Il y avait aussi des questions de certains sur, je crois tout à l'heure dans le flux, sur certaines zones, Perpignan ou autres, de dire comment on a des contacts assis avec des liens employeur-orientation. Ce sont nos directeurs et directrices d'établissements en proximité qui ont cette casquette de faire vivre sur leur territoire le lien avec les écoles d'un côté et les employeurs de l'autre sur les territoires. Et le groupe essaie de mettre en œuvre la boîte à outils et de faciliter l'accès à des compétences complémentaires et l'accès à des informations et des outils communs pour faciliter cet écosystème sur les territoires. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je continue sur les secteurs en tension peut-être ou des métiers du Alors, vous pourriez peut-être faire un point supplémentaire. Alors là, pour le coup, vous adressez à des professeurs, des chefs d'établissement. Qu'est-ce qu'il manque aux élèves qui sortent de l'éducation nationale pour arriver chez vous voilà, vous nous avez aussi parlé durant la préparation d'un dispositif d'école de la deuxième chance pour des élèves décrocheurs. Oui. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ces deux idées? Et puis peut-être, Frédéric aura des questions plus spécifiques à vous poser sur la partie médico-sociale, parce que c'est un secteur qui est, comme vous le disiez, à la fois en tension chez vous et aussi dans l'éducation nationale. Oui, je pense que le premier élément, je n'aurais pas forcément un avis tranché sur il manque quelque chose à l'éducation nationale. Je pense que les jeunes qui sortent de l'éducation nationale sortent avec différents cursus, différents métiers, sortent pas tous au même moment de leur parcours éducatif, etc. Donc, je n'irai pas forcément faire de généralité. Par contre, il est évident qu'il y a deux réalités qui se confrontent. C'est que d'une part, on a un peu plus de 2 millions de jeunes qui sont dits NEET selon l'INSEE, qui sont sans emploi, sans qualification, sans formation. Et donc, du coup, on a des gens qui sont laissés pour compte dans nos systèmes, que ce soit l'éducation nationale en fin de parcours, ou en tout cas, il y a un trou entre certains décrocheurs de leur parcours éducatif, on va dire, initial, et l'emploi durable derrière. Donc, il y a une réalité, c'est qu'il y a une partie des jeunes qui, de toute façon, sont dans un scope qui, aujourd'hui, ne sont pas dans des parcours facilités d'accès à un emploi durable. Donc, déjà, il y a un premier sujet, c'est ces jeunes-là, du coup, nous, on profite de nos savoir-faire sociaux, d'accompagnement, d'inclusion, etc., pour aller les chercher et les ramener potentiellement sur des accès durables. Donc, ça, c'est un premier angle et on pourra le détailler juste après. Le deuxième élément, c'est de se dire que, de par le fait qu'il y a moins de candidats sur ces métiers, parce que certains de ces métiers, si on fait un focus médico-social, évidemment, puisque dans l'ESS, on n'a pas que ça, mais si on parle de cela, par exemple, de par le fait que les vœux des jeunes, et encore une fois, je pense à Parcoursup, on voit qu'il y a moins de vœux sur nos métiers. Ce n'est pas une question d'avoir un manque dans l'éducation nationale en termes de compétences, c'est peut-être une moindre valorisation dans la société de certains des métiers, un intérêt de base sans connaître ces métiers qui est peut-être descendu dans la société depuis quelques décennies et qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de gens qui postulent et donc, de par le fait qu'on a moins de gens qui restent longtemps, j'en ai parlé pour les infirmiers, il y a un effet systémique où on a 3 facteurs. De plus en plus, par exemple,
d'inégalités en France, de plus en plus de personnes de plus de 80 ans dans les 30 prochaines années qui auront besoin d'accompagnement et de soins, de plus en plus d'éléments d'accompagnement autour du soin qui nécessitent une prise en charge en établissement ou à domicile, ou en tout cas dans les territoires hors les murs, dans les dynamiques de aller vers les personnes en exclusion, etc. Donc, on a besoin de plus de professionnels. Les professionnels en poste restent moins longtemps sur nos métiers et on a moins de jeunes qui potentiellement sont intéressés sur ces métiers. Ça fait 3 facteurs qui sont limitants pour que notre système, globalement, fonctionne. Donc, le manque, c'est moins de se dire qu'on a des manques dans les compétences initiales acquises lors des parcours éducatifs initiaux. C'est de se dire comment on arrive à donner envie à plus de jeunes d'aller sur ces métiers, point 1. Donc, c'est plus de l'orientation, de la sensibilisation, de la découverte des métiers. Et ensuite, comment on arrive à faciliter les passerelles de compétences entre un parcours universitaire, un parcours éducatif en fonction de là où on place le curseur, et des parcours de métiers réglementés. Par exemple, aide-soignant, ce n'est pas avec un bac ou un bac plus 2 qu'on est aide-soignant. Il faut rentrer dans une école de travail social, ou dans un IFAS, dans un institut de formation d'aide-soignant, par exemple, qui est un diplôme réglementé. Ces diplômes n'évoluent pas tous les 4 matins. Or, les emplois évoluent. Vous l'avez dit en préambule, je crois, dans les invitations, les métiers de demain ne sont pas encore créés. On a, en fonction des études, entre 60 et 80% des métiers dans 10 ans qui n'existent pas encore, etc. Donc, c'est une réalité qui se heurte à l'éducation nationale comme à nous-mêmes, à savoir, nous, on a par exemple des infirmiers coordinateurs de parcours. C'est des nouveaux métiers qui sortent depuis 5 à 6 ans. Ce sont des nouveaux métiers qui nécessitent, pour les entreprises comme les nôtres, de former, lors de la formation professionnelle continue, des personnes en capacité d'aller sur ces métiers-là. Mais en réalité, c'est des nouvelles compétences qui ne sont parfois pas des compétences métiers directes, mais des compétences relationnelles, des soft skills, des compétences comportementales, des compétences transverses qu'il faut réussir à apporter. Donc, on a déjà un premier maillon, c'est notre capacité de formation professionnelle continue qui est complémentaire au parcours de formation initiale. Et on a un deuxième maillon, effectivement, qu'on développe un peu plus ces dernières années, c'est notre capacité à proposer des diplômes et finalement ne pas se retrouver uniquement comme entreprise employeur et finalement on attend que le CV arrive, on recrute des gens déjà formés, déjà compétents sur certains métiers, mais en réalité on va venir travailler avec des écoles professionnalisantes pour se dire qu'on va former nous-mêmes, ou en tout cas former avec des professionnels de l'éducation, des professionnels sur nos métiers, mais dès la brique de l'orientation, on va finalement leur faire découvrir nos métiers. L'exemple qui fait le lien avec tout ça, c'est donc par exemple le projet prépa-apprentissage pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, mais c'est une dynamique d'ingénierie qu'on va venir dupliquer sur d'autres profils de personnes. C'est de se dire, on va chercher des jeunes qui disent « je n'aurais pas postulé sur vos métiers parce que je ne les connais pas, ou je ne me sens pas capable, ou a priori, je pense ne pas être dans la cible », point 1. On va venir travailler à leur faire découvrir le métier par un stage d'observation. Alors, ils ne sont plus en 3e, ils ont décroché, ils ont 20 ans et potentiellement, on va faire le même dispositif, un stage d'observation dans nos établissements. On va venir lever les freins périphériques à l'emploi par un accompagnement social avec les différents experts de nos organisations pour travailler les sujets de mobilité, travailler les sujets d'addiction, travailler les sujets de savoir de base, remise à niveau, travailler les postures professionnelles pour les amener à être en capacité d'entrer dans un dispositif de formation en alternance pour aller derrière, via l'alternance, faire un hybride. Vous connaissez l'alternance, donc avec des apports de compétences de par la formation d'un côté pour arriver au diplôme et des présences en entreprise pour raccrocher des jeunes potentiellement qui auraient décroché d'un système scolaire ou éducatif trop éloigné selon eux, entre guillemets, d'un accès à l'emploi direct. Et donc, du coup, cette brique alternance, c'est pour nous une grosse ambition. On est passé en 3 ans de 45 alternants au sein du groupe à plus de 500 cette année accueillis et plus de 350 formés. Et on a pour ambition, non pas pour paraphraser les 1000 cafés, mais on a pour ambition d'avoir 1000 apprentis formés par an par nos écoles et notre CFA et 1000 apprentis accueillis par nos employeurs chaque année dans nos établissements pour leur faire découvrir nos métiers. Donc, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais très concrètement, ce n'est pas un manque, selon moi, de l'éducation nationale, comme si on pouvait en faire une généralité. C'est plutôt le fait de ne pas rester dans nos circuits fermés, nous, employeurs, de dire on attend que les candidats soient formés, connaissent nos métiers et arrivent, qu'on n'ait plus qu'à les sélectionner. C'est faire un pas aller vers les écoles et les systèmes éducatifs, aller vers les jeunes qui éventuellement n'auraient pas postulé pour finalement se donner plus de chances d'avoir nos professionnels de demain et qu'ils soient, 1, heureux, 2, compétents, quel que soit l'ordre, et efficaces dans leur impact, comme disait Sofiane tout à l'heure, puisque c'est bien ça qui compte à la fin. Ce n'est pas simplement d'avoir un salaire, mais c'est bien d'avoir des professionnels
engagé, qui ait un impact social, histoire que tout le monde soit gagnant dans la chaîne de valeur de notre entreprise de l'ESS. Est-ce que j'ai répondu à votre question, François? Oui, oui, parfaitement. Merci Thibaut. Enfin, moi, vous avez déjà beaucoup répondu, apporté beaucoup d'éléments sur justement les métiers du care et les métiers du social et du médico-social. Mais juste voilà, pour un peu synthétiser, quelles sont un peu les compétences attendues chez nos jeunes, voilà, quelles seraient les compétences plus particulièrement à développer pour pouvoir s'adapter facilement, être fonctionnel et tout de suite dans les métiers que vous proposez, des métiers du care et du médico-social que vous proposez. Et deuxième question, ça serait, est-ce que en lien, vous constatez comme nous, de toute façon, un déficit un peu d'appétence de nos jeunes vers ces métiers. Quelles sont plus spécifiquement les actions que vous menez ou que nous pourrions mener ensemble, après tout, pour essayer d'améliorer, d'inverser la tendance? Peut-être deux éléments de réponse pour les deux questions, évidemment. La première, le sujet autour de qu'est-ce qui manque, entre guillemets. Je pense qu'il y a le côté, aujourd'hui, les métiers qu'on pourrait former pour nos jeunes de demain. Je pense que le sujet de ces dernières années qui a été très axé, j'ai envie de dire, post-bulle Internet, si je parle depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire en gros, on a quand même beaucoup axé l'attractivité des métiers en France sur le digital, Internet, les startups, la capacité à disrupter un marché et se dire qu'on va inventer des choses nouvelles et que grâce à Internet, j'ai un accès au développement, à la croissance, à des réseaux, à un champ des possibles énorme. Je pense que ça a eu un effet qui peut être un peu pervers pour certains de nos jeunes en particulier, c'est que finalement, le lien direct humain n'a pas été valorisé comme étant un élément fort, de rétribution, de valorisation de mon sens dans la vie, au sens psychologique du terme, j'ai envie de dire, au sens sociologique en tout cas. Donc, il y a un premier sujet, c'est peut-être rééquilibrer un petit peu le poids de la relation vers l'humain, la relation directe vers l'humain, par rapport au digital et au côté Internet au sens large. Je pense que les influenceurs, aujourd'hui, je pense que vous le savez mieux que moi, j'imagine, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se voient futurs influenceurs et leur métier, ils se voient influenceurs sur Internet, quels que soient les réseaux sociaux, et peut-être beaucoup moins qu'il y a 20 ans dans des infirmiers ou médecins ou aides-soignants ou travailleurs sociaux. Donc, globalement, il y a un sujet pour moi de rééquilibrer le poids sociétal des métiers, enfin l'intérêt des métiers de l'humain par rapport aux métiers digitaux au sens large, tels qu'ils ont été encensés, j'ai envie de dire, depuis une quinzaine d'années comme étant le nouveau possible, le nouveau champ de croissance et finalement, les métiers de demain seront digitaux ou ne seront pas. Il y a un petit côté, faut peut-être pas abuser non plus. On est les premiers à être dans l'innovation digitale au sein du groupe SOS, mais il y a quand même des basiques. On aura toujours besoin, pour les personnes les plus exclues, d'avoir une main à côté pour les aider à se lever, à marcher, à manger, et que ça, toute application sur Internet ne va jamais y répondre. Donc, il nous faut les deux. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un curseur à remettre dans cette capacité à revaloriser les métiers de l'humain par rapport aux métiers du digital. Ça, c'est un premier rang qui, pour moi, passe dès l'école et potentiellement sur lequel on aurait tous une responsabilité, nous, employeurs de ces métiers de l'humain, à mieux les faire connaître et pas forcément rester dans des champs des précarés métiers, entre guillemets, de parler à ceux qui sont déjà conquis, mais de se dire qu'il faut aussi mieux les faire savoir. On a la chance en France d'avoir un salarié sur 5, tous métiers confondus, qui est un salarié dit aidant, c'est-à-dire qui travaille dans son quotidien familial, dans son cercle familial, comme aidant pour une personne en situation de handicap, une personne âgée, un parent. Et donc, finalement, on a l'avantage d'avoir des chevaux de Troie dans tous les foyers en France, de personnes qui, finalement, ont ce contact avec ces métiers de l'humain, de par leur action directe, bénévole et personnelle et ancrée, et dans leur réalité de faire des connexions avec les métiers dont c'est la principale activité, puisque c'est un métier autour de la prise en charge et de l'accompagnement. Donc ça, c'est un premier élément pour moi. Et le deuxième élément, c'est finalement, qu'est-ce qui est possible pour vous comme pour nous? C'est juste mieux apprendre à se connaître, mieux faire des liens et renforcer les compétences. Dans la deuxième partie de votre question, il y avait le côté... que donner comme élément de compétence à nos jeunes pour qu'ils soient en capacité de mieux s'adapter dans nos secteurs d'activité, en particulier le médico-social et sanitaire. Je pense qu'il y a deux champs des possibles, la valorisation de ces métiers, l'agilité et les compétences interpersonnelles. Finalement, les compétences digitales, je pense que finalement, elles sont bien dans l'ADN
sociétale de nos jeunes aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin de le pousser, même si il y a toujours du boulot à faire pour beaucoup d'entre eux. Je pense que réapprendre à travailler avec d'autres, apprendre à se comporter, apprendre à analyser les signaux faibles comportementaux, apprendre à gérer la relation interpersonnelle, apprendre à travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes bagages éducatifs, bagages culturels, bagages sociétaux. C'est des éléments qui finalement sont des éléments qui aujourd'hui peuvent manquer et peuvent freiner des reconversions, peuvent freiner des développements dans certains métiers. Et je pense que ces compétences comportementales, ces compétences de savoir-être, finalement, sont des capacités à donner confiance, des capacités à découvrir des métiers, des capacités à mieux se connaître et à évoluer dans sa vie professionnelle, qui aujourd'hui ne sont que trop peu, je pense, travaillées dans le système formation initiale, trop peu travaillées dans la formation secondaire et même probablement trop peu dans les formations professionnelles aujourd'hui. C'est des sujets qui ont moins été priorisés depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui peuvent manquer dans notre capacité, nous, à embaucher demain des jeunes sur certains de nos métiers qui, pour certains, vont disparaître ou en tout cas évoluer tellement vite qu'il va falloir que la personne en poste crée lui-même son métier s'il reste dans l'organisation 3, 5, 10 ans. Donc, cette agilité dont on parle souvent, elle part d'abord par mieux se connaître soi-même et mieux être capable d'interagir avec les humains qui m'entourent. Et cette dimension de parcours professionnel, vous l'organisez au sein du groupe SOS? Alors, oui, on l'organise autant que possible, j'ai envie de dire, dans la mesure où il y a quand même une grosse part de responsabilité individuelle de chacun dans sa capacité à vouloir évoluer et se donner les moyens. Je vais paraphraser la loi Avenir professionnel de 2018, mais qui dit potentiellement chacun est maître de son avenir professionnel. Donc, on accompagne, on rend disponible, on rend accessible l'information, la formation et on travaille à l'accompagnement de ces parcours. Avec d'un côté des parcours, j'ai envie de dire, d'entrée, c'est-à-dire justement on a parlé des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, des relations écoles, donc aller vers ces métiers pour rentrer sur notre organisation, puis ensuite favoriser de la mobilité interne, s'assurer que quelqu'un qui n'est pas bien ou souhaite évoluer, qu'on puisse lui donner une chance d'évoluer, faire de la formation professionnelle, favoriser la mobilité externe, ça se dire on ne cherche pas à tout prix à menotter quelqu'un pendant 40 ans dans le groupe SOS, on se dit fais ta vie professionnelle avec nous le temps nécessaire. Quand tu t'ennuies, on te propose, on essaie de te susciter des intérêts pour aller faire autre chose. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tellement de métiers que si on ne trouve pas un métier qui t'intéresse, c'est que vraiment, on n'est pas encore assez diversifié et faciliter ces parcours. Donc, ce n'est pas des parcours linéaires comme on a pu faire dans certaines entreprises ou secteurs d'activité il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, avec au bout de 3 ans, tu pourras faire tel poste, au bout de 5 ans, tu seras telle responsabilité. Ce n'est pas du tout ce modèle-là, mais c'est plutôt une agilité d'accès à l'information, des outils pour faciliter la formation et une capacité à faire bouger ces lignes-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est valorisé au sein du groupe. On a un peu plus de 40% des postes, plus de 30% aujourd'hui, mais l'ambition de le développer, 30% des postes qui sont couverts par des mobilités internes. Donc avant d'aller recruter à l'externe, on se pose la question s'il n'y a pas quelqu'un dans la maison qui aura envie de faire ce poste-là, histoire de le faire évoluer. Donc, évidemment, on le travaille avec différents dispositifs au sein du groupe. Alors, il y a des questions très pratiques. Des collègues ayant des élèves en ULIS qui se demandent s'il est envisageable pour le groupe SOS d'ouvrir des instituts médico-éducatifs, en particulier à vocation professionnelle. Est-ce que ça fait partie de vos activités? Est-ce que ça fait partie de vos pistes de développement? Alors, on en a. On est l'un des principaux acteurs en France du handicap. On est notamment spécialisé sur le trouble autistique et on a des IME et des IME Pro, notamment en Occitanie et en PACA. Après, on adorerait en avoir plus et on adorerait répondre à tous les besoins. Et ça, c'est des négociations avec les différentes ARS, les différents pouvoirs publics. Et ça, il ne faut vraiment pas hésiter à faire remonter les demandes, que les parents sollicitent les différents pouvoirs publics. Je sais le parcours du combattant, des fois de certaines situations familiales. Moi-même, mon petit frère est handicapé et est dans un IME, mais c'est vraiment un axe sur lequel on travaille beaucoup. On a sorti un plaidoyer sur ces questions où on a un certain nombre de propositions. On en a fait une petite dizaine
et notamment, on pousse beaucoup sur les logiques de plateforme, c'est-à-dire différencier l'accompagnement et l'hébergement, ou en tout cas différencier l'accompagnement et ce que peut offrir un centre, parce que le centre est cantonné au nombre de places qu'il a, alors que nous, on pousse beaucoup pour avoir des équipes mobiles qui peuvent justement aller dans différents établissements et répondre aux besoins des familles ou des personnes en situation de handicap. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a développé ces dernières années une plateforme qu'on a appelée Egaldia et qui est une plateforme qui repère en tout cas qui accompagne l'ensemble des acteurs de la petite enfance pour essayer d'accompagner des tout petits qui pourraient être handicapés et accompagner les parents dans les premières démarches, parce que c'est jamais évident quand on est seul ou en tout cas pas accompagné de s'y retrouver et de s'adresser aux bonnes personnes. Et parfois, il est même arrivé que nos équipes, en formant les puéricultrices, en formant les professionnels de la petite enfance, aient décelé des handicaps dès la crèche. Mais j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que tout de suite, on a pu réagir, tout de suite, on a pu mettre des professionnels en face. Et c'est surtout ça qui est rassurant à la fois pour les parents et bénéfique pour les tout petits. Donc, voilà, multiplier les plateformes d'accompagnement. Aujourd'hui, on a formé l'ensemble des professionnels de toutes nos crèches, nos quarantaines de crèches, et on le fait aussi pour d'autres, en l'occurrence l'ensemble des crèches associatives d'Île-de-France. Donc, on multiplie les plateformes, on multiplie les établissements handicap, et on souhaite évidemment qu'il y ait de plus en plus d'IME et d'IME Pro, et peut-être même sur des métiers de demain, des métiers verts. Je le disais, dans l'insertion par l'activité économique, on a beaucoup de métiers verts parce qu'on croit beaucoup à cette filière, on pense que c'est l'avenir, notamment sur le jardinage, notamment sur le travail du bois, notamment sur le travail de la menuiserie. Et donc, on essaye aussi de créer des ponts entre les métiers d'avenir et ce qui peut être proposé dans nos IME Pro. C'est une question qui avait été posée il y a quelque temps. Est-ce que vous voyez une dégradation de la situation sociale avec l'augmentation de l'inflation et du prix de l'énergie, vous qui êtes au contact en fait d'un large panel d'usagers, enfin, de personnes et sur des territoires variés? Oui, oui, j'ai envie de dire comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui pour l'ensemble de nos établissements, comme tout gestionnaire de services, d'essayer de s'y retrouver face à l'inflation et puis comme le disait Thibaut aussi, déjà qu'on avait le Covid et puis nos différents enjeux de métiers en tension, évidemment que l'augmentation des coûts déjà est grande, déjà les coûts de l'énergie pour l'ensemble de nos équipements. Et puis sur l'inflation et en l'occurrence pour nos bénéficiaires, mais on l'a remarqué, on a même mené une étude sur l'ensemble de nos épiceries solidaires, parce que les épiceries solidaires, c'est celles qui sont en contact direct avec des bénéficiaires qu'on n'héberge pas ou qu'on n'accompagne pas encore, si je puis dire. On avait déjà pendant le Covid vu une hausse de la précarité alimentaire, notamment étudiante, et puis on avait répondu à un appel à projet qui était proposé par le ministère de l'Agriculture pour développer des épiceries solidaires. Donc, on en avait 300 partout en France. En 2 ans, on en a développé 500. Et le doublement de ces épiceries solidaires en France. Travailler aussi sur l'approvisionnement. On travaille de plus en plus à un approvisionnement de qualité, parce que souvent sur la précarité alimentaire et sur les initiatives associatives, quand on dépend du don, et ben très vite on se retrouve avec des produits avec des dates de péremption les plus longues possibles, et donc notre défi était aussi de répondre
au fait qu'il n'y ait pas que des pâtes et du riz pour caricaturer dans nos épiceries solidaires, mais aussi des fruits et légumes de saison et de qualité. Et donc, pour ça, on a tout de suite été réactif et inventé des dispositifs de chantier d'insertion dans les marchés d'intérêt nationaux. Donc, par exemple, à Rungis, on a 5000 m² de hangar où on va recueillir les fruits et légumes invendus à Rungis, les trier, les nettoyer, donc lutter contre le gaspillage, les trier, le nettoyer avec des personnes en insertion à qui on apprend les métiers de la logistique et qui est un métier en tension aujourd'hui, avec de très bons taux de sortie positive, c'est-à-dire des personnes qui, à peu près les 3/4, retrouvent un emploi après être passées dans nos chantiers d'insertion. Et puis surtout, ces fruits et légumes donc invendus, triés en insertion, viennent alimenter l'ensemble à la fois des épiceries solidaires, mais pas que, parce qu'on livre aussi le secours populaire, le secours catholique, les banques alimentaires et donc tout le réseau associatif de la précarité alimentaire en général. Donc oui, ces enjeux sont de plus en plus forts, mais on essaye d'y répondre comme via les épiceries solidaires ou via d'autres initiatives, mais on est en perpétuelle recherche de mécènes et de soutien. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les flécher ou nous les orienter. Alors, une petite précision, pour les contacts avec avec le groupe SOS, comme ça a été vu un petit peu plus tôt dans le webinaire, a priori, il vous suffit de prendre contact avec le délégué départemental. Vous trouverez ça sur le site. Je pense qu'on pourra mettre le lien sur Melchior. Ce qui me paraît aussi important, c'est pour organiser éventuellement soit des visites, soit orienter vers des stages. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le nombre de stagiaires que vous pouvez accueillir, le type d'encadrement que vous pouvez assurer? J'ai envie de dire un peu comme tout le monde, un petit mot et puis Thibaut, tu compléteras. Évidemment, on a énormément de stagiaires. On a beaucoup développé l'alternance, comme Thibaut le disait, avec une trajectoire de 1000 alternants ces derniers mois. Et puis, on a même créé un dispositif avec une des associations du groupe SOS qui s'appelle Impact Campus, qui vise justement à faire mieux connaître les métiers de l'engagement. L'engagement en général, c'est-à-dire avant même de s'orienter vers ici de l'action sociale, là du sport, là de la transition écologique, du sanitaire ou l'insertion en général, on a voulu créer une initiative qui permettait aux étudiants, en tout cas aux étudiants, on travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur, les écoles, les différentes écoles de sciences politiques, de droit, des universités en général ou d'écoles de commerce, à se dire c'est possible de faire carrière dans une structure de l'ESS. C'est possible, comme le disait Thibaut, de retrouver les mêmes métiers, les mêmes appétences, mais vous y trouverez un peu plus de sens et d'impact social. Et donc, on a créé une structure qui s'appelle Impact Campus, qui vise justement à réguler à grande échelle les visites et puis les missions dans nos établissements. Par exemple, on a signé un partenariat avec une école où on est chargé cette année d'accueillir 10 000 étudiants et de leur créer tout un parcours au sein du groupe SOS, c'est-à-dire leur proposer des missions ici de lutte contre le gaspillage, lutte contre la pollution plastique, ici lutte contre le gaspillage alimentaire, ici autour du soin ou de l'alimentation, avec des logiques évidemment territoriales, où on propose des missions dans des associations, et puis en plus ces missions sont qualifiantes et qui peuvent permettre après d'accéder à un stage et puis après de s'engager vers une alternance. Mais après, il y a peut-être quelque chose à imaginer avec aussi le corps enseignant. Et ça, c'est avec grand plaisir qu'on pourra continuer à échanger avec Melchior, parce qu'on est toujours ravis de pouvoir accueillir du monde pour faire mieux découvrir nos métiers et nos structures et puis susciter des vocations. Je pense que tu as tout dit. Enfin, je pense que globalement, je pense qu'il y a deux contacts. Il y a les contacts territoires, effectivement, avec les délégués territoriaux en fonction de là où vous êtes et des perspectives
sur un territoire de découvrir certains métiers et au niveau global groupe, évidemment, comme Sofiane l'a dit, on peut aussi organiser différents types de partenariats pour donner accès, faire découvrir et tous les dispositifs de découverte, je pense qu'on les teste, que ce soit les stages, l'alternance, mais aussi les parcours en plein compétences, mais aussi les Vie ma vie. Enfin bref, on organise à peu près tout ce qui peut se faire. On essaie de le mettre en œuvre. Donc après, c'est plus une question de territoire et d'acteurs volontaires pour organiser ça des deux côtés ou des trois côtés des acteurs concernés, des parties prenantes. J'ai oublié de mettre un micro, pardon. Donc, on fera effectivement, comme Béatrice Couérol le signale sur le chat, on relaiera ces informations et le contact étant pris, on pourra approfondir cet échange. Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur la notion de plaidoyer, qui est une terminologie qui n'est pas forcément courante dans l'éducation nationale, qu'on retrouve plutôt au niveau international, les COP par exemple. Est-ce que vous pourriez, à partir d'un exemple qui pourrait concerner le secteur de l'éducation ou de la formation, illustrer cette notion, et puis après on finira sur une petite conclusion. Oui, alors le plaidoyer, c'est une notion effectivement qui est très courante dans le monde associatif, qui est de dire, en fait, nous sommes en contact avec des bénéficiaires, des besoins de la population non pourvus, des besoins très concrets, des situations d'exclusion, de précarité, et on teste des solutions, on teste des formes d'accompagnement, on est délégataire des pouvoirs publics, et donc ici ou là se dégage quand même une expertise issue du terrain, issue des pratiques professionnelles, qui nous permet concrètement d'établir un certain nombre de propositions pour encore mieux adapter soit les politiques publiques, soit adapter et nourrir les bonnes pratiques entre acteurs de terrain. Et donc, on a sorti une quinzaine de ce qu'on a appelé des plaidoyers. Et nos plaidoyers, c'était effectivement une petite documentation que vous avez, c'est-à-dire des plaidoyers d'une quinzaine de pages par grande thématique, où vous avez à la fois le constat qu'on peut tirer ici sur les personnes en situation de handicap, là victimes de discrimination, ici sur les addictions, là sur la culture et l'accès à la culture pour tous, et puis essayer d'en tirer à travers nos expérimentations ou l'expérimentation d'autres acteurs de l'ESS, des propositions concrètes à destination des pouvoirs publics, qui sont des propositions clés en main qu'il suffit, entre guillemets, de voter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais en tout cas, c'est très important pour nous parce que c'est un vrai travail à la fois de concertation qui permet aussi de nourrir un projet associatif et d'embarquer l'ensemble des salariés et bénévoles du groupe sur finalement qu'est-ce que pense le groupe sur telle ou telle question, quels sont nos constats, quelles sont nos idées et qu'est-ce qu'on défend. Et ça, c'est une démarche très, très importante parce que pour que tout ce collectif marche, il faut qu'on puisse effectivement se battre sur quelques combats bien définis et être d'accord avec le projet. Donc, d'une part, fondre le projet associatif et puis les propositions et avoir un caractère militant. Je pense que c'est ça qui définit un peu toute entreprise sociale par rapport à une entreprise classique. C'est de militer pour une cause extrêmement concrète. Et nous, pour le coup, vu la diversité de nos actions, on en a plusieurs, mais Thibaut en parlait. L'une des premières et des plus actuelles, c'est valoriser les métiers du care. Je pense que tout le monde le savait, mais tout le monde a redécouvert les métiers en première ligne. Tout le monde le sait vu la situation de nos hôpitaux et de nos EHPAD, mais on le redécouvre à chaque fois et souvent à travers de différents scandales ou de différentes grèves ou manifestations. Mais les métiers du care, les métiers de l'accompagnement social sont trop peu valorisés, à la fois dans notre société, à la fois dans la reconnaissance que la société a, puis à la fois concrètement dans la rémunération. Et je pense que je ne sais pas s'il y a des métiers plus utiles que d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des métiers qui sauvent plus concrètement la vie des gens. Et c'est notamment les métiers du groupe SOS. Et ça, c'est des propositions qu'on a dans chacun de nos plaidoyers, que ce soit petite enfance, handicap. Et c'est vraiment une priorité qu'on pousse à l'ensemble des pouvoirs publics et à l'ensemble des acteurs
pour dire qu'il faut qu'on puisse faire carrière demain dans une structure sociale ou médico-sociale. Et pour ça, c'est important de revaloriser les salaires. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose qui fonde un peu notre plaidoyer, c'est de faire confiance à l'ESS. C'est-à-dire que vous avez vu le groupe SOS, ce n'est pas, c'est pas une petite association de quartier qui vit de bénévolat. Il y en a beaucoup et c'est tant mieux parce que la richesse du bénévolat et du tissu associatif français est très importante dans notre société. Mais l'ESS aujourd'hui peut gérer des grands équipements, des hôpitaux, des EHPAD, des entreprises, des structures d'insertion. Et on gère même des écoles. On a une école Montessori dans le 93 qui est accessible à tous, quel que soit son niveau de revenu. Et puis, on a des écoles, surtout à l'international, où on avait des écoles de jeunes filles en Afghanistan. On a des écoles dans des territoires reculés au Maroc. Les écoles de jeunes filles en Afghanistan, malheureusement, on en avait une vingtaine dans à peu près l'ensemble des provinces afghanes, mais on a dû les fermer après avoir sécurisé nos équipes quand les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan ces dernières années. Mais je veux dire par là que l'ESS aujourd'hui est une troisième voie très intéressante qui peut gérer avec peut-être efficience et impact beaucoup d'équipements, et donc faire confiance à l'ESS. C'est parfois utile et parfois source d'impact social et environnemental extrêmement fort et extrêmement concret. Et nous, parfois, on appelle à une position vis-à-vis des pouvoirs publics. Et je sais que je parle à un collège notamment de personnes très engagées aux côtés des pouvoirs publics et un collège de fonctionnaires. Mais nous, souvent, on dit, notamment pour les EHPAD ou pour le secteur social et médico-social, que l'État, parfois, c'est mieux contrôlé que géré, et que, en tout cas, il y a des associations qui ont le même engagement sur l'intérêt général, et parfois, c'est plus adapté. Par exemple, quand je parlais de l'offre complémentaire aux hôpitaux publics qu'on peut avoir dans des territoires très reculés, eh bien, parfois, c'est plus agile de le faire avec une association, un acteur de l'ESS, que directement gérer un équipement public parfois lourd et un peu moins agile par rapport aux complexités de la société ou de l'actualité qui était évoquée juste avant. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur cette référence à la troisième voie, c'est une approche tout à fait intéressante pour nos élèves que l'on forme souvent de façon un peu schématique, entre l'administration d'un côté et l'entreprise privée de l'autre. Vous avez, je pense, de façon très claire, présenté cette organisation. Et je laisse pour la conclusion Béatrice. Merci beaucoup. C'est incroyable à quel point l'après-midi est passé rapidement. Donc, vraiment, je vous remercie. C'était passionnant. On a appris énormément de choses. Je tiens à vous dire que le replay de cet échange va être relayé non seulement aux recteurs, mais également aux différentes disciplines qui sont concernées. On a vu qu'il faut passer toutes ces informations au cœur du collège, des lycées. Il faut essayer de tous œuvrer pour raconter à nos jeunes qu'il y a plein d'autres parcours que ceux qui sont ultra médiatisés, qui sont loin finalement de ce qu'ils recherchent, donner du sens à leur vie. On sait que c'est quelque chose qui leur tient très à cœur. Donc, on vous tiendra au courant sur le relais de ce webinaire. Du côté des participants, soyez assurés que Melchior relaiera les liens que va nous partager le groupe SOS pour que dans les académies, au plus près de vos établissements scolaires, on puisse créer du lien. Je crois qu'après un webinaire en distanciel, ce qu'il faut, la réussite, c'est créer du lien sur les secteurs pour œuvrer nous aussi à cette connexion entre le groupe SOS que vous faites dans la diversité, dans l'engagement et nos élèves qui ont envie aussi de s'engager, mais parfois qui ne savent pas trop comment le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Et rendez-vous pour le prochain webinaire avec Air Liquide le 11 janvier. Donc, ce sera la nouvelle année qui commencera avec l'hydrogène et les questions de santé aussi pour les soins à la personne. Merci beaucoup. Merci.